Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue sur ce webinaire du Club MES, donc du Digital Experience MES. Je laisse encore quelques instants avant de démarrer la présentation, histoire que nos participants puissent tous nous rejoindre. Sinon, après, ils prendront le train en route. Voilà, je vous remercie. Vous avez un onglet chat en bas à droite qui est certainement actif pour la plupart d'entre vous. Si vous avez un problème technique, que vous n'entendez pas très bien, ou que vous ne voyez pas la présentation de manière dynamique, alors pour l'instant, je vous rassure, elle ne bouge pas. Faites-moi signe dans l'onglet correspondant. Merci. Ok, en attendant que tout le monde nous rejoigne, je vais commencer à énoncer quelques règles sur le fonctionnement de ce webinaire. Donc, nous sommes sur une plateforme qui s'appelle Livestorm. En tant que spectateur, vous n'avez pas la possibilité d'interagir autrement que par le chat ou par l'autre bouton qui est à côté de chat en bas à droite qui s'appelle Questions. Donc, utilisez le chat pour vos questions liées à la diffusion de ce webinaire et l'onglet questions pour vos questions de nos intervenants. Nous avons 2 retours d'expérience industrielle aujourd'hui. Si vous avez des questions, on a prévu un temps dédié pour répondre à vos questions à la fin de ce moment-là. Aujourd'hui, je me présente, Marc-Antoine Nessaillant, je suis en charge de la commission événements du Club MES et je co-partage cette responsabilité avec Sébastien Boquet, qui est également dans la salle aujourd'hui. Voilà, en attendant que les derniers participants puissent nous rejoindre, je vous laisse quelques instants sur cette slide et je réponds aux questions sur l'enregistrement. Très bien. Ok, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 industriels, enfin 3, puisqu'on a 3 personnes industrielles ce jour sur Digital Experience MES. On va être ensemble environ 1h30. Le thème, le fil rouge de cette présentation, de ce webinaire est le suivant: transformer vos données en décisions, valoriser votre projet MES. On va parler de comment convaincre sa direction dans un projet MES et au travers des retours d'expérience que l'on aura de 2 industriels, de sociétés industrielles. Nous expliquerons le contexte qui les a amenés à mettre en place un MES, comment est-ce qu'ils ont amené ce projet dans leur entreprise et quelques astuces ou quelques conseils sur comment est-ce qu'ils ont réussi à convaincre leur direction. Donc ça va durer environ 1 heure. Je ferai une petite introduction sur ce qu'est le Club MES et nous finirons par une table ronde qui sera animée par la troisième personne, la dernière personne autour de la table, qui est Olivier Guillon, rédacteur en chef de la revue Production Maintenance. Je vais laisser chacun des speakers se présenter, comme ça vous pourrez mettre une image sur une voix. Bonjour, Mathieu Couval. Aujourd'hui, je suis responsable maintenance et industrialisation chez Marvin Pack. Donc, je vais vous présenter notre petit retour d'expérience sur l'installation de la solution Astengo. Merci Mathieu. Coralie Rodeau, je suis responsable qualité chez Sodebo, accompagnée du coup de Pauline. Moi, je suis IT Business Partner au sein de la DSI chez Sodebo, dans le domaine de la production. Et on va vous présenter notre retour d'expérience sur la mise en place de la solution Creative IT. Cube de Creative IT. Merci Pauline. Comme ça que ça s'appelle. Bonjour à tous, je suis Olivier Guillon, journaliste et rédacteur en chef de la revue Production Maintenance, une revue spécialisée dans le domaine de la maintenance industrielle et notamment par le biais du MES.
Et j'aurai le plaisir donc d'animer cette table ronde après les 2 retours d'expérience. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Sébastien Bocquet. Je suis le président et fondateur de Zorg Consulting. Et donc, mon rôle, c'est de faire du conseil et du cadrage en projet MES. Et je fais aussi partie de la commission événements du club MES et je co-anime avec ces gens-là. Merci à tous pour le tour de table. Je ne vais pas me représenter puisque je l'ai déjà fait. Je présente rapidement le club MES. Tu préfères faire cette slide, Sébastien, et je fais la suivante ou j'introduis le club MES? Je suis parti, hein, sinon c'est bon. Vas-y, fais-le. Vas-y, si tu te sens. Ok. Stéphane Crépé, aujourd'hui, est président mandat de encore quelques années de présidence du Club MES. Donc, le Club MES, aujourd'hui, c'est une association qui regroupe un peu plus de 30 sociétés éditrices et intégratrices de solutions MES. Ok, donc vous avez tout un tas de logos sur la droite qui représentent aujourd'hui la quantité de membres présents au sein du Club MES. Stéphane Crépé est en outre aussi président de Productis, une société donc éditrice d'une solution MES. Sébastien et moi-même aujourd'hui partageons la responsabilité de cette commission événements et faisons le maximum pour proposer des contenus de qualité au travers de ces événements. Aujourd'hui, les principales missions du club MES, ça va être de valoriser l'importance que peut représenter le MES dans le système d'information industrielle. Ok, et de porter le message autour de l'ouverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le MES ne travaille pas tout seul. On discute avec des éditeurs du monde de l'ERP, du monde de l'IoT, du monde du PLM, et des institutionnels, des syndicats, des organisations professionnelles pour essayer de valoriser globalement l'ensemble de la filière logicielle auprès de l'industrie. Aujourd'hui, parmi les missions qu'on va retrouver au Club MES, ce sont des événements comme aujourd'hui, des événements digitaux, ce sont aussi des événements physiques. En 2026, on vous donnera rendez-vous sur Global Industry où je dirais qu'un tiers des membres du Club MES seront présents physiquement. Parmi les missions du club, on a aussi tout un tas de contenus qui sont disponibles, des ressources libres consultation sur le site web du club MES. Et c'est aussi le travail d'autres commissions comme la communauté de pratique du club MES qui fédère des industriels autour de sujets de réflexion, que peut être la conduite du changement, que peuvent être les technologies de l'industrie du futur particulièrement. Donc je lance une bouteille à la mer aussi aujourd'hui. Si certains d'entre vous souhaitent intégrer ces groupes de réflexion, la porte du club MES et de la communauté de pratique vous est entièrement ouverte. Voilà, j'en dis pas plus sur le club MES parce que je pense que ce que vous êtes venus chercher aujourd'hui, ce sont aussi surtout des retours d'expérience d'industriels qui ont mis en place des solutions MES. Donc voilà, pendant les 50 prochaines minutes, on va parler de retour d'expérience, 10 ans de temps. Premièrement, c'est Mathieu Pouval chez Marvin Pack qui va présenter son retour d'expérience. S'en suivra celui de Coralie et Pauline chez Sodebo. Je vais pouvoir vous laisser la main. Mathieu, c'est à vous de jouer. Super, merci. Alors, je vais vous présenter. Alors, simplement pour vous faire une rapide présentation de moi. Aujourd'hui, je suis responsable de la maintenance et de l'industrialisation chez Marvin Pack. Mon parcours, alors je suis de formation ingénieur. J'ai commencé à travailler chez Marvin Pack et MS Suisse Cosmétiques, donc, qui est un groupe de 2017 à 2022 en tant que méthode manager, amélioration continue. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler sur le projet à Orbe. Alors, on est en Suisse. Je suis en Suisse à Orbe, donc c'est proche de Lausanne, proche du lac Léman, sur le projet de l'usine de capsules biodégradables, alors home compostable spécifiquement. Et ensuite, donc je vous expliquerai un peu avec Marvin Pack. Je suis revenu à la fin de ma mission chez Nespresso, chez Marvin Pack exclusivement, suite au scindement de la société Marvin Pack et MS Suisse Cosmétiques.
Alors, pour vous situer un peu ce qu'on fait chez Marvin Pack. Donc, Marvin Pack, ça a été créé en 1999, alors 99, en Suisse, à Châtel-Saint-Denis. Alors, historiquement, on fait du co-packing de denrées alimentaires. Alors, les denrées alimentaires, chez nous, c'est des capsules de café. Et on fait aussi beaucoup de co-packing d'accessoires pour notamment Nespresso en Suisse. Et le développement de ces accessoires et le sourcing. Rapidement, le groupe a ouvert une succursale en République tchèque, à Prague. C'est les 2 sites qu'on a aujourd'hui chez Marvin Pack, avec 300 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 60 millions de francs suisses. Il faut savoir que Marvin Pack a été racheté, juste pour vous situer, Marvin Pack a été racheté par 3 collaborateurs fin 2024. Donc Marvin Pack a été scindé en deux, d'un côté Marvin Pack, de l'autre côté MS Suisse Cosmétiques, qui était jusque-là la joint venture et qui faisait partie du groupe pour faire des cosmétiques. Donc les 2 sites que nous avions en France, à Lyon, et puis un en Italie, ne font plus partie de Marvin Pack. Donc moi, je m'occupe principalement de la maintenance sur le site en Suisse, et aussi de l'industrialisation des projets en Suisse, mais aussi des projets en Tchéquie. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. En Suisse, on est 50 collaborateurs. On doit avoir un tiers en production. On a pas mal d'administration pour le développement des packs, la suivi des projets, que ce soit pour la Tchéquie ou pour la Suisse. Donc notre petite team pour la production, on va dire qu'on est 12 opérateurs. On a pas mal de machines automatisées, 12 opérateurs avec un responsable de production et moi, le responsable de maintenance avec l'industrialisation. C'est pour vous situer qu'on est une petite PME en Suisse. Voilà. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet rapidement. Donc, quand je suis revenu, j'avais toujours cette frustration un petit peu de suivi de ligne. Donc, aujourd'hui, comme on est une petite équipe, on n'a pas forcément de gros moyens ni de grosses infrastructures IT derrière qui peuvent nous supporter pour mettre en place des solutions assez complexes. Donc j'avais toujours cette frustration, est-ce que la machine tourne bien? Alors certes, on a toujours un retour d'expérience de la part de l'opérateur, de la part des techniciens, mais on a un historique, on va dire, des pannes et de la productivité qui s'affaiblit, qui se perd au fil de l'année. Et on ne peut pas travailler dessus et en prendre les bonnes directives. Donc là, je vous explique juste la ligne qu'on a pris en tant que prototype. Donc ça s'appelle le capsule 7. Donc vous voyez le produit en bas à gauche. C'est fait pour faire des coffrets de découverte qui vont être fournis avec une machine à café. Donc la machine, elle est constituée de plusieurs modules. On a un premier module qui vient former l'étui. On a un deuxième module qui vient former la cale et l'insérer à l'intérieur. Tout ça, c'est collé. Ensuite, on a toute une cellule qui permet d'ouvrir les cartons de café, les tubes de café et de mettre à disposition dans des convoyeurs alvéolés des capsules. Les capsules sont ensuite prises par un robot et déposées dans l'étui. On a une fermeuse et puis une encaisseuse. Donc ça, c'était notre ligne entre guillemets prototype. On a voulu commencer par celle-là parce que c'est celle qui fait le plus gros volume comparé aux autres et c'est celle qui nous le donne de plus de fil à retordre. Donc le contexte n'était pas donné en temps réel sur les lignes de production, hormis une petite feuille qui nous revenait à la fin pour savoir combien on a fait de quantité sur la machine. Alors forcément, si on est sur la machine, on voit comment elle tourne, mais bon, on passe pas toute notre journée sur la machine non plus. Pas de visibilité sur les performances réalisées, que ce soit sur le jour, sur le shift, sur la semaine, sur le mois. On a une visibilité qui est, réduite sans cette digitalisation. Pas de Pareto. Alors, Pareto, si, Pareto, mais voilà, fait à la main, suivant le logbook qu'on a obligatoirement sur la machine, mais c'est un travail fastidieux à faire, on va dire, toutes les semaines, tous les mois, à reprendre tous les arrêts, les rentrer dans un Excel manuellement.
Une productivité aujourd'hui qui était calculée chaque fin de mois. Donc la productivité, elle est calculée avec le nombre de pièces qu'on a sorties par shift et puis les heures badgées des opérateurs dessus. Alors c'est pas la cadence théorique, c'est vraiment la cadence réelle, la productivité réelle, la production réelle. Et puis, comme ce que je disais juste avant, c'était un historique non fiable des arrêts machines. Aujourd'hui, on a souvent des audits externes et on nous demande comment est-ce que vous suivez comment dire, les arrêts, les pannes sur les machines, ou même si on a des réclamations clients, on doit être à même de pouvoir sortir un historique de la machine pour voir, ah bah là c'est notre module de formation de carton qui marchait pas, c'est pour ça que, je sais pas, il manque un batch code dessus. Donc, et puis pouvoir mettre les actions en face. Donc voilà, c'est à peu près le contexte. Je vous le base aujourd'hui sur notre machine prototype. Et puis on va aller un peu en avançant. Donc là, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'est-ce qui peut nous aider à suivre ces machines, leur productivité et forcément fiabiliser les machines. Donc en revenant de chez Nespresso, alors on n'avait pas du tout les mêmes moyens, donc je me dis c'est quelque chose qui va être compliqué à mettre en place vu notre effectif aujourd'hui. Et puis finalement, en cherchant un petit peu, on trouve qu'il y a des solutions qui sont adaptables, un peu plus peut-être standard, mais plus facile à mettre en place et plus rapide à mettre en place. Alors forcément, c'est pas du jour au lendemain. Il faut qu'on s'approprie l'outil, qu'on le comment dire, qu'on le présente à nos collaborateurs, qu'on le présente à la direction, qu'on le présente à toute la boîte pour voir si ça peut un peu fitter. Et forcément, l'objectif là derrière, c'est de la rentabilité par la réduction de temps de maintenance sur la machine ou comment dire, même la réduction de notre temps de travail à traiter les données, mais aussi beaucoup de fluidité avec les opérateurs, la supply chain, la production et la maintenance. Alors, analyse du besoin. Donc, comme ce que j'ai dit, le premier besoin, c'était suivre le temps de la machine, la production de la machine, les arrêts. Les rebuts, je l'ai mis, mais c'est en cours d'implémentation, parce qu'on n'a pas forcément de rebuts. Nous, quand les pièces sont pas bonnes, on peut les retravailler. On essaie de trouver, on a une entrée sur notamment l'IoT de Astengo qui nous permet de travailler les rebuts. Aujourd'hui, elle n'est pas utilisée chez nous, mais c'est en cours de travail pour voir si on peut l'utiliser et affiner notre suivi. La digitalisation des ordres de fabrication, ça c'est important. Aujourd'hui, c'est un peu archaïque. On a un ERP, on a un EWMS pour la gestion du stock. Et ça, c'est deux logiciels différents. Donc, on a beaucoup de papier pour les opérateurs. On n'a pas forcément des... Alors, on a des gros ordres de fabrication, donc ça limite un peu les ordres de fabrication, mais même l'opérateur, il a l'ordre de fabrication, les feuilles qualité, il a beaucoup de choses à penser, en plus de faire tourner la machine. Donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir faire moins de papier pour notre team production. Et puis, des indicateurs clairs pour l'amélioration continue, forcément. Aujourd'hui, quand à la fin du mois, on sort des piles de feuilles pour voir ce qui s'est pas très bien passé sur la machine. Donc, il y a le temps de l'analyse des datas. Et puis aussi, parfois, les datas, elles sont pas très claires. Donc, c'est pour ça que c'était nos deux gros besoins, nos deux grosses attentes sur un logiciel type MES. Les enjeux, simplification de la gestion de la machine, meilleure visibilité de l'atelier, action rapide sur les pertes, notamment les pertes dues à la maintenance. Donc ça en fait partie aussi, c'est que c'est très important pour nous de pouvoir suivre la machine. La machine, il faut comprendre que c'est aujourd'hui, les machines, c'est des machines qui ne sont pas standards, donc on n'a pas le plan de maintenance préventive qui est tombé à la validation de la machine. On doit comment dire, le préparer tout au long de l'année pour suivre au mieux la machine. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi des grands enjeux derrière. Contexte typique PME, TPE, contraintes budgétaires, besoin de rapidité de mise en œuvre. Il
comme je vous l'ai expliqué, hein, la seule personne à même de pouvoir mettre en place cette solution aujourd'hui, c'était moi chez Marvin Pack. Le support IT, il est presque absent, on va dire, enfin pour la production en tout cas. Donc on pouvait pas aller voir la direction et dire moi j'ai besoin d'un chef de projet, un support IT, et puis on va intégrer quelque chose d'assez complexe chez nous. C'était pas possible. Donc il fallait qu'on ait quelque chose de simple et de pas cher entre guillemets. La comparaison, donc c'est exactement ce que je viens de citer, c'est que nous, implémenter un projet MES classique sans cloud et sans maintenance automatique, c'était compliqué et on n'avait pas les ressources, surtout en interne, pour pouvoir implémenter ça. Donc la décision, elle a été assez simple, c'était la mise en place de Astengo, déjà sur une machine, pour voir un peu comment est-ce que ça allait nous aider. Et puis après, par la suite, on en aurait développé plusieurs sur d'autres machines, ce qui a été le cas. Donc c'est à peu près le contexte qu'on a aujourd'hui. Alors, la mise en œuvre de la solution Astengo. Alors moi, je vais vous parler de mon retour d'expérience, c'est que je voulais quelque chose que je puisse faire, entre guillemets, moi-même, avec mon équipe technique. Donc, ça a été très simple de mon côté, c'est que je suis allé sur le site d'Astengo, j'ai commandé un premier abonnement, j'ai reçu mon IoT, j'ai parcouru bien entendu tout en avance les tutos qu'on peut retrouver sur le site. Donc tout était expliqué. On a pu rapidement, alors l'IoT il arrive en 2 jours, l'installation c'est 1 jour d'installation, il n'y a pas grand chose à faire, et là on reçoit directement des données. Ça, l'installation c'est assez simple à faire, notamment qu'on a on a un accompagnement du fournisseur qui nous permet de nous dire c'est comme ça qu'il faut qu'on le fasse, et nous aider dans la programmation notamment de l'Astengo Manager. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, l'Astengo Manager, c'est on va dire notre plateforme qu'on utilise, le production Manager et moi-même pour gérer le MES de Astengo. Et puis rapidement, alors nous on l'a fait les premières semaines d'implémentation, elles n'étaient pas partagées avec les opérateurs. On les a laissés continuer de travailler comme ils avaient l'habitude de travailler. On l'a mis en place pour voir déjà si ça allait fitter. Donc c'est assez simple. On a pu implémenter nous-mêmes les ordres de fabrication et les lancer directement sur la ligne. Donc on a pu équiper nos 2 premières lignes, notamment le capsule 7 puis le tube. Alors sur les photos, on voit le branchement de l'IoT, il y a quelques câbles à brancher et c'est relié à un capteur. Donc là, on vient compter les pièces et à partir de là, on a directement des datas qui remontent et on peut du jour au lendemain déjà analyser ces datas. À partir de là, on a implémenté l'écran pour l'opérateur de production et on a implémenté des petites formations pour chaque opérateur sur chaque ligne pour pouvoir le guider dans comment il devait lancer ses ordres de fabrication et gérer ses arrêts de ligne de conditionnement. Et comme c'est très user-friendly, on va dire, cette solution, c'est très imagé. Il y a pas on n'est pas sur du SAP où il faut rentrer des transactions. On va vite voir qu'il y a le pop-up qui s'allume, hop, j'appuie sur le bouton parce que c'est tel module. C'est très user-friendly et très facile d'expliquer ça à n'importe qui. Donc la mise en œuvre de la solution, elle s'est plutôt très bien passée. Forcément, on a eu des petits, pas la programmation, mais sur Astengo Manager, j'ai perdu mes mots, mais l'onboarding, enfin l'analyse des données. Alors il faut se lancer dedans, mais à la fin c'est très facile à faire, en tout cas avec cette solution là. Donc
la mise en œuvre était un succès chez nous. Pas de crash, pas de gros crash, parce que ça impacte très peu, on va dire, ça impacte très peu négativement notre environnement de production. On rajoute pas de grosses tâches à notre production. Les bénéfices observés. Bon, alors là, je vous ai mis notre tableau de bord. Aujourd'hui, on a deux grands écrans. On a un grand écran dans la production qui permet d'afficher un peu toutes les données, et les gens sont très attentifs à ça. Quand on fait des visites, déjà, c'est très vendeur, parce qu'ils voient qu'on surveille nos lignes et qu'on est digitalisé. Donc ça, c'est un très bon point. Bon, ça, c'est mon écran, hein. On voit qu'on peut le configurer comme on veut. Moi, j'ai fait le choix de pouvoir suivre mes OF sur mes lignes, mes cadences, mon TRS sur l'équipe, mes quantités sur la semaine que j'ai fait, ma tendance sur la semaine qui reprend plusieurs indicateurs en termes de temps d'arrêt, de production sur chaque ligne. Et puis en bas, on a des graphiques sur la production sur chaque mois, pour pouvoir aussi échanger avec la supply chain. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'avait pas forcément avant, c'est que toute la quantité qu'on pouvait produire, on pouvait pas d'un rapide coup d'œil pouvoir se dire, OK, on a produit tant cette semaine. On pouvait aussi anticiper avec cet objet-là nos volumes de production en fonction des absences de nos opérateurs. Ça nous a grandement aidé. Dessous, je vous ai mis une petite photo. Voilà, on a un écran tactile au poste de travail. Donc c'est très simple. Il peut suivre sa productivité, gérer les arrêts machines, renseigner les arrêts machines. Et puis ça, on l'a aussi implémenté avec notre maintenance, où la maintenance, l'atelier de maintenance n'est pas à côté de la salle de production. Donc ils peuvent d'un coup d'œil sur leurs écrans voir si la machine tourne ou si la machine ne tourne pas. On peut rajouter des commentaires sur les arrêts. Donc ça, c'est très, très bénéfique. Donc c'est ce que je disais, visualisation en temps réel des performances, TRS, cadence, production cumulée, une super analyse des arrêts avec le Pareto dynamique. Donc on a le Pareto qui se fait, on peut le faire à la semaine, au mois, à l'année. Et puis là, on peut mettre en adéquation nos actions de maintenance, revoir peut-être nos listes de préventifs sur certains modules. L'amélioration du suivi des objectifs. Forcément, chaque mois, on doit présenter, comme dans toute entreprise, nos données. Et puis, l'outil nous facilite grandement la tâche. Mon responsable de production passait beaucoup de temps à reprendre toutes ces données, toutes ces feuilles. Là, aujourd'hui, simplement en présentant notre tableau de bord de Astango, on peut facilement revoir tous les chiffres sur l'année ou sur une période plus petite. Donc ça, c'est les principaux bénéfices qu'on a observés. Le less paper aussi, on a de moins en moins de papier dû à la production. Nos ordres de fabrication, maintenant, ils sont implémentés dedans. Et puis derrière, je vais vous montrer si convaincre la direction. Et après, je regarde juste, excusez-moi, hop, c'est bon. Convaincre la direction. Ça a été assez simple. On a deux machines qui font à peu près, on va dire, 8 millions de chiffre d'affaires. Donc les chouchouter, c'est notre priorité. Et puis cette solution, elle a été présentée comme comment dire, une analyse de données qui nous permettrait notamment d'améliorer notre TRS sur les machines, et puis de fiabiliser nos données et surtout un énorme gain de temps. Le faible coût, comme ce que je vous ai dit, on a un abonnement chaque année qui est, comparé au chiffre d'affaires de chaque machine, qui est un peu dérisoire. On n'a pas de maintenance. Alors, de notre côté, on n'a pas de maintenance. Tout est inclus dans l'abonnement. Donc, de notre côté, ça nous va très bien. On a notre solution clé en main qui est améliorée chaque semaine, chaque mois. Et jusque-là, c'est très simple d'utiliser.
L'argument clé, visibilité immédiate et gain rapide. Quand on commence à mettre un écran dans la salle et qu'on voit que les données commencent à bouger, qu'on a notre TRS qui augmente, que notre temps d'arrêt sur chaque ligne diminue, il ne faut pas en dire plus. Voilà. Donc c'est peut-être pour faire une conclusion sur mon retour d'expérience pour Astengo, en tout cas. Moi, je cherchais une solution plug and play, entre guillemets. Et puis, ça a fité exactement avec ce que je recherchais. J'ai pris ma carte bleue du boulot, j'ai pris mon abonnement, j'ai reçu mon IoT, j'ai configuré mon tableau de bord, et puis c'était en place, quoi. En quelques semaines, on a des données qui sortent et qui nous aident à travailler encore plus efficacement sur les machines et sur la production. Super conclusion, Mathieu, merci. Mais c'est voilà, une première illustration d'une mise en place de MES sur un modèle rapide économique. J'en ajoute pas plus. Je vais laisser la place à. Merci encore Mathieu pour ce retour d'expérience. Et je vais laisser la place désormais à Coralie pour la suite. Merci à vous deux. Merci. Vous arrivez à bouger les slides? Voilà, c'est bon. Donc du coup, juste pour pas pour se représenter, mais au moins nous replacer dans notre projet également de MES. Donc comme je le disais, moi je suis responsable qualité filière. Donc aujourd'hui, je dépends du département achat. Mais au préalable, j'étais responsable qualité sur l'un de nos sites de fabrication de Sodebo. Et donc, j'ai été la référente, et je suis encore d'ailleurs la référente qualité pour le groupe au sein du projet. Également, je manage l'administratrice traçabilité au sein de Sodebo. Et moi, de mon côté, donc je suis côté DSI, je suis chef du projet sur le projet de déploiement de ce MES. Je suis chez Sodebo depuis 2019, mais au départ, je n'étais pas sur ce projet-là, puisqu'en fait, je travaillais sur des projets finance. Et j'ai rejoint la partie production et donc ce projet de mise en place du MES en 2023, je dirais, pour le déploiement sur les usines. En fait, à l'échelle groupe, on va vous montrer tout ça, mais pas à l'initiative de la mise en place du sujet chez Sodebo. Donc, pour recontextualiser, vous connaissez sans doute l'entreprise Sodebo, mais on va vous reparler de quelques infos importantes. Avant tout, c'est une entreprise familiale française et indépendante. Donc, elle a été fondée en 1973 par monsieur et madame Bougreau. Depuis 2020, ce sont leurs 3 filles qui sont aux commandes de l'entreprise. Donc, Marie-Laurence Gouraud, Bénédicte Mercier et Patricia Brochard. C'est un point important parce qu'en fait, avec cette entreprise pilotée de manière familiale, on a une vraie proximité avec nos coprésidentes. Proximité d'autant plus vraie que Sodebo est exclusivement présent à Montaigu-Vendée. Donc, sur un seul et même site, on accueille 3000 collaborateurs. C'est tout ça sur 124 hectares avec 8 sites de production et un entrepôt logistique et tous les services support, IT, qualité, achat, RH, également au même endroit. Donc, ça aussi, un point important en fait dans le cadre d'un tel projet de déploiement de MES sur plusieurs sites de production. Au niveau de la marque,
Oui, je vois que c'est ma tête qui apparaît en grand, je ne sais pas pourquoi. Pardon. Au niveau de la marque, on a des produits phares et on est leader en fait sur ces 4 grands marchés que sont les salades traiteurs, les pasta box, les pizzas et également les sandwichs. Donc c'est un peu plus de 360 millions de produits vendus pour l'année 2024 et un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Donc voilà, une vraie volonté du coup de pouvoir mieux suivre et tracer tous ces produits, toutes ces fabrications. Donc, le MES, avant son apparition, en fait, nous, ça a été une prise de conscience assez facile. En fait, autour de 2019, début 2020, on s'est rendu compte qu'on était dans un contexte avec de plus en plus de retraits rappels au sein de l'industrie agroalimentaire. Liées à la loi Egalim, liées à des crises sanitaires aussi qui ont touché notre secteur d'activité, comme l'affaire Lactalis. Donc, ce nombre grandissant de retraits rappels expose les industriels à faire plus de tests de traçabilité, à réagir plus rapidement. Donc, c'est quelque chose qui nous a interpellés. Nos clients aussi nous sollicitaient pour faire plus d'audits et plus d'exercices de traçabilité. Et à côté de ça, on a aussi vécu clairement une alerte sanitaire majeure sur l'une de nos matières premières. Et cette matière première était utilisée sur plusieurs de nos sites de production. Et donc, il a fallu un temps assez conséquent. On l'avait chiffré de 8 heures à 4 personnes pour faire une traçabilité complète, qu'elle soit qualitative et quantitative, pour retrouver l'ensemble des lots et utilisation de cette matière première. Donc, un temps qui avait été jugé beaucoup trop important. Des recherches aussi qui étaient complexes pour réunir toutes ces données. Des données dans lesquelles on n'avait pas de trou, il n'y avait pas de trou dans la raquette, il n'y avait pas de perte de traçabilité, mais vraiment une difficulté à tout recompiler. Et aussi des recherches traçabilité qui étaient basées finalement sur quelques personnes avec des compétences bien spécifiques pour faire cet exercice. Donc, c'est vraiment ce qui nous a qui a vraiment été révélateur pour se dire que Sodebo avait besoin d'être mieux outillé et d'informatiser sa traçabilité. Et donc, avant du coup de passer au MES, la traçabilité était sur le papier. Donc, beaucoup de données enregistrées, tant la traçabilité des lots de fabrication, des matières premières mises en œuvre, mais également des contrôles qualité faits tout au long de la fabrication. Donc, enregistrés sur du papier avec de la ressaisie, parfois de la ressaisie aussi dans les fichiers Excel. Et de la ressaisie également dans d'autres applications utilisées dans l'entreprise. Et tout ça, on faisait des données finalement peu disponibles pour réaliser de l'exploitation. Donc, comme l'a dit tout à l'heure la personne du précédent témoignage, beaucoup de papier, beaucoup de données, mais pas ou peu d'analyse de tendance ou d'analyse des dérives avec ces données sur papier. Alors nous, de notre côté, c'est un projet plutôt de longue haleine par la taille en fait de l'entreprise. Donc on a commencé en 2019 par cette prise de conscience. Donc au point de départ, on était à peu près à tous convaincus qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc c'est plus facile d'aller vendre quelque chose quand c'est un peu acquis d'avance. Donc, on a commencé à faire un tour des salons pour aller chercher un MES. On s'est dirigé directement vers du MES parce que cette traçabilité, eh bien, elle est produite au cœur des usines et on y voyait l'opportunité d'avoir une application qui répondrait à des besoins plus larges, même si notre volonté était de focuser sur la traçabilité parce que c'était notre besoin du moment. On a choisi
d'ouvrir de se donner des possibilités dans le futur sans les ouvrir tout de suite. Donc on a sélectionné Creative IT en 2020 pour faire un POC. Donc on a testé sur une ligne de production leur logiciel, on va dire en standard, ce qui a permis d'aller collecter les données terrain, de prouver que ça fonctionnait. Et ça, c'est très important pour notre direction, de se dire, de dire ça va marcher. En fait, on ne va pas investir pendant des années sur quelque chose où on ne sait pas où on va. Et puis surtout, ça permet de recueillir les expériences des utilisateurs, donc de nos opérateurs en production, et de dire, OK, même eux sont convaincus que de passer la traça sur ce type de logiciel, ça va les aider parce qu'au quotidien, ils n'auront plus de papier. Aujourd'hui, c'est vraiment le retour qui se fait le plus. C'est plus de papier, c'est chouette, il n'y a plus à écrire, on ne se trompe plus dans les numéros, c'est beaucoup plus propre parce que tout est digital. Donc, on a fait le POC qui a été un succès. On a quand même fait un appel d'offres sur 2021. En parallèle de cet appel d'offres, on a profité de ce temps pour définir notre périmètre, puisque c'était important pour nous d'aller au bout de l'automatisation de la traçabilité sur l'ensemble de nos usines avant d'ouvrir le périmètre, et pour être sûr que le périmètre ne s'ouvre pas de lui-même par les possibilités ouvertes par cet outil qu'on savait large, mais aussi par les remontées du terrain. On a pris du temps pour définir notre périmètre, pour définir notre stratégie de déploiement des différentes usines pour pouvoir garder le cap sur toutes ces années, puisque vous voyez, ça a commencé, l'idée a émergé en 2019, on est en 2025 et on n'a pas fini. Il nous reste au moins 6 mois de déploiement, donc on savait que c'était un sujet de longue haleine. Donc on avait besoin d'avoir une ligne de mire très claire. Et puis en 2022, on a finalement choisi de rester avec Creative IT, donc de rester sur le logiciel sur lequel on avait fait le POC pour démarrer ce projet. Donc en fait, on a démarré le projet parce qu'on a appelé le corps modèle. Donc en fait, on a défini un modèle qui serait déployé après dans l'ensemble de nos lignes et l'ensemble de nos usines. Donc pour définir ce modèle, on a pris 2 lignes pilotes sur 2 sites. Donc nous, les sites sont juste à côté, donc c'est assez facile de passer d'un site à l'autre. On a pris des lignes qui étaient avec des caractéristiques différentes et assez représentatives, tant sur les opérateurs qui étaient présents à cette époque-là sur la ligne que sur la disposition de la ligne en elle-même, son fonctionnement. Ce qui nous a permis de faire un package sur des fonctionnalités. Donc, on a mis des fonctionnalités autour de la traçabilité, le contrôle, la recherche de cette traçabilité et puis la gestion des OF, un peu de la même manière que le témoignage d'avant. Nous, notre communication d'OF était déjà digitale en production, mais en fait, on a tout rassemblé dans un même outil pour simplifier la vie aux opérateurs. Mais aussi, dans ce pack de fonctionnalités, comment cette nouvelle application va vivre au sein de tout le système d'information, donc notamment l'ERP, mais aussi d'autres applications maison qu'on a, y compris les applications de suivi de TRS dont on parlait tout à l'heure, qui aujourd'hui sont des applications séparées. Donc, on a fait notre pack là, de fonctionnalités qu'on a testé au fur et à mesure, qu'on a mis en prod au fur et à mesure des mois. On a aussi défini un pack matériel, puisqu'en fait, on avait quand même un certain nombre de lignes qui n'avaient qu'un seul PC sur l'ensemble de la ligne. Or, on a des lignes qui sont très longues et donc qui nécessitaient plus de PC, plus d'imprimantes, de pouvoir flasher, puisqu'en fait, notre objectif, c'était de dire on ne veut plus saisir du tout les numéros de lot, ni les écrire, ni les saisir sur un PC, mais vraiment flasher une étiquette. Comme ça, il n'y a aucune erreur de saisie possible. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi travaillé ce pack matériel. On en a profité pour se dire comment est-ce qu'on souhaite s'organiser au niveau du groupe, quels sont les rôles, les responsabilités, tant sur le produit, son évolution, son paramétrage, que sur la traçabilité. On a défini la politique traça de Sodebo. On a fait le qui fait quoi, qui est responsable de quoi. En fait, on a essayé de livrer un package qui était complet dans son organisation. Donc, pour faire ça, il nous a quand même fallu 1 an et demi sur la partie produits finis, donc les produits tels que Coralie les présentait tout à l'heure, on va dire les sandwichs, et puis toute la partie atelier amont, au moins 1 an.
Pour vous dimensionner un petit peu les personnes qu'il y avait derrière, côté DSI, on était à peu près 3 équivalents temps plein. Et côté métier, environ 2 personnes qui étaient tous les 2 à mi-temps. Rien que pour faire ce modèle-là. Une fois qu'on a eu notre modèle qui était relativement satisfaisant, des utilisateurs qui étaient embarqués avec nous dans la nouveauté, là, on a mis à l'échelle du groupe. Donc, en fait, on vous a mis toutes les usines. L'important, c'est de se dire qu'on a pris usine par usine, site par site, en se disant, voilà site, par exemple, le SoFresh, le site où on fait les salades, voilà notre corps modèle, voilà ce qu'on vous propose pour digitaliser la traçabilité. Notre objectif, c'est de le mettre tel quel chez vous. Par contre, c'est vous qui êtes maître de cette mise en place. C'est-à-dire qu'on va aller à la vitesse que vos équipes sont capables d'aller. On va embarquer tous vos fonctions support de l'usine. C'était très important pour nous que ce soit le site qui prenne en main ce déploiement et que ce ne soit pas nous, équipe projet, qui arrivions et qui posions le logiciel comme ça, puisque on a besoin, ça draine beaucoup de changements de process, de standardisation, donc on a besoin des managers pour faire changer les hommes, on a besoin de changer quelques process qualité aussi, on a besoin de la qualité. Et une fois encore, ce qu'on disait dans la présentation, on est un groupe qui physiquement est tous au même endroit, avec une présidence familiale qui est très attachée au bien-être et au fait que tout le monde se retrouve dans son travail. Et donc, c'était important de pouvoir emmener, on va dire, chaque personne quasiment individuellement pour pouvoir aller au bout de ce long projet et pas avoir des freins de déploiement par une conduite du changement qui n'était pas bien adaptée. Donc, c'est pour ça que ça nous prend autant de temps, hein, c'est parce que vraiment, on resserre... on prend le temps de la conduite du changement. Aujourd'hui, si on fait un petit bilan, on a 4 sites sur les 8, 4 usines sur les 8 qui sont déployées. Donc, techniquement, on est à la moitié. Alors, on s'est gardé les usines les plus petites, les plus faciles pour la fin. Donc, on est un peu plus avancé que la moitié. Et on est surtout à 1/3 du personnel de Sodebo formé et utilisateur de la solution. Donc, c'est quand même énorme, hein. On est à 1060 personnes de formées. En parallèle de tout ça, eh bien, c'est long, c'est même on peut le dire très long, la mise en place de tout ça. Donc, on ne peut pas avoir un corps modèle qui est posé là, défini en 2022 et qui n'évolue jamais. Donc, du coup, on a toute cette bande bleue là en bas de mon planning qui est l'évolution continue. L'évolution qui permet de suivre les changements chez Creative IT, les changements dans nos usines, mais aussi de pouvoir prendre les retours du terrain pour adapter notre corps modèle et pas laisser traîner tout ça. Et donc, du coup, là, on arrive... cette partie-là, on en parle après. Comment est-ce qu'on a fait au sein des usines, du coup, pour leur faire adopter ce gros paquet de corps modèle? C'est qu'on l'a découpé en petites fonctionnalités. Et donc, une fois encore, on a présenté à l'usine, voilà le package entier. Voilà les petits pas que vous voulez faire. Après, à vous de voir. Donc, il y a des usines qui regroupent les pas. Il y a des usines qui prennent énormément de temps entre chaque pas. Et nous, on propose un truc un petit peu à la carte, en fait. Hein. Il faut qu'on passe tout notre paquet. Après, à eux de voir comment on fait. Après, on aime bien faire des petits pas. Il y a les fonctionnalités par fonctionnalité parce que ça permet d'aller en douceur dans le changement auprès des opérateurs qui sont les personnes les plus compliquées à faire changer parce que eux, ils sont sur leur ligne et dans leurs habitudes. Donc, c'est eux qui produisent la donnée de traçabilité. Et si on veut que cette donnée soit fiable pour être utilisée après pour des analyses et pour nos recherches traça, eh bien, il faut qu'ils aient compris où on les emmène. Et donc, au-delà de ce découpage, on les accompagne par une présence terrain. Donc, on fait des formations au plus proche de la ligne, au plus proche des opérateurs sur nos 3 vides de production. On a des rituels qui font que toutes les semaines, l'administratrice de Cubes avec les managers et les personnes de la qualité sur chaque site font des tours de terrain pour aller chercher les retours et essayer de corriger au fur et à mesure ce qui ne va pas. D'un point de vue suivi de projet, toutes les semaines, on fait pareil, on regarde en fait tous ces retours terrain pour analyser et essayer de remettre dans le chemin au plus tôt et pas laisser traîner les problèmes.
Et pour pouvoir faire ça, eh bien forcément, on a besoin d'une implication très forte de toutes les personnes sur un site, la qualité, les ordonnanceurs et les managers. Donc ça, c'était le déploiement au niveau de chaque site. Et on disait, nous, on a besoin de coordonner ce projet aussi au niveau groupe, de s'assurer qu'on va garder en fait une cohérence entre les enjeux qui ont été définis au départ et l'avancée progressive de site en site. Donc, on a aussi volonté à être proche des utilisateurs. Et de continuer aussi à ce que ce corps modèle, il évolue, mais il évolue à la marge vraiment pour intégrer les nouveaux besoins et les nouveaux besoins qui sont aussi en adéquation avec l'évolution de l'entreprise. Donc, pour arriver à porter ça, on a mis en place une OBIA déjà. Donc, on a une salle dédiée avec du management visuel qui nous permet de suivre le projet et son avancée, puis aussi de nous réunir et d'avoir tous les éléments sous les yeux. On a également mis en place une communauté de key users. Donc, cette communauté, du coup, elle est représentée par une ou deux personnes issues des sites de production, que ce soit du personnel de maintenance ou qualité. Et ça nous permet d'avoir, là encore une fois, des retours, aussi de discuter des besoins d'évolution, de prioriser les demandes d'évolution et d'avoir aussi du partage de bonnes pratiques. Donc, cette communauté, elle se réunit tous les 15 jours. On a aussi mis en place un suivi d'exploitation, donc un suivi des tickets aussi et des demandes sur les bugs. Et enfin, elle nous permet aussi d'aborder des nouveaux sujets, éventuellement des nouvelles lignes, des choses qui viendraient changer un peu le projet. Donc, pour ce faire, on a aussi du coup des moyens humains au niveau du groupe pour animer tout ça. Et donc, les gains de cette mise en place de solutions, ils ont été à la fois directs et à la fois indirects. Mais en premier lieu, et c'était le but recherché, c'était de gagner sur nos temps de recherche traçabilité. Donc, on est descendu à un temps d'1 heure à peu près. Là, je parle toujours pour de gros tests de traçabilité. Donc, c'est des gains conséquents. Et du coup, des tests traçabilité qui sont faits qui sont ouverts à plusieurs personnes, des équipes qualité, mais on projette aussi de l'ouvrir peut-être à d'autres métiers. Les gains, ils sont aussi très visibles auprès des opérateurs parce qu'en fait, le fait d'avoir une solution digitalisée, ça a permis de mettre en place des détrompeurs. Donc, notamment, on a des alertes si on met en œuvre un article qui ne correspond pas à la recette, si la DLC d'un article n'est pas la bonne également. Il y a des alertes sur les contrôles à faire. Donc, l'opérateur, ça l'aide vraiment dans son quotidien. S'il est pris par son pilotage de ligne, il ne peut pas être rivé constamment sur l'horloge pour savoir quand va être l'heure du prochain contrôle. Donc, c'est des choses ça enlève en fait un peu de stress à l'opérateur de savoir qu'il sera alerté quand il devra faire son contrôle. Et on a aussi des voyants rouges ou verts quand le contrôle est conforme ou non conforme. Donc, ça aussi, ça aide à interpréter les résultats. Ce qui fait qu'on a des opérateurs qui sont davantage tournés sur l'activité plutôt que focusés sur de la saisie. Ça a aussi permis de récupérer des données et de les rendre plus facilement exploitables. Donc là, dans un souci d'amélioration continue, donc notamment pour faire de l'exploitation en BI et également faire des suivis de consommation matière en dynamique.
Et pour ce qui est des gains indirects, on a permis la suppression de saisies qui étaient redondantes, puisqu'on disait on ressaisissait des choses dans des portails pour des besoins de déclaration de consommation ou de suivi de stock. Ça a été aussi une vraie aide pour mettre en place le juste à temps dans notre organisation de production. Et également, ça facilite aussi aujourd'hui, donc là c'est sur toute autre chose, mais l'outil permet de faciliter la mobilité des équipiers puisque en passant d'une ligne à une autre, voire d'un site à un autre, on va retrouver des écrans qui sont standardisés. Et donc, c'est plus facile d'appréhender et de réaliser la traçabilité ou les contrôles lorsqu'un opérateur change de ligne. Et comme on disait que les sites sont tous au même endroit, c'est la mobilité, ça fait partie vraiment du cœur de l'organisation du personnel. Il y a beaucoup d'entraide en fait entre les sites, donc c'est des choses qui aident également. Et enfin, on n'avait pas beaucoup d'outils mobiles en production, donc le projet a été une vraie réussite aussi pour intégrer progressivement de la mobilité au travers du matériel pour les équipes de production et de voir arriver du coup des PDA, des flasheurs, des tablettes en production. Du coup, sur comment avons-nous convaincu notre direction, déjà de fait, elle avait été convaincue, enfin en tout cas, elle était partante dès le début avec les événements qui s'étaient passés au tout début de l'étude, donc ça a simplifié clairement les choses. Néanmoins, on a structuré toute notre démarche en posant une vision de manière à pouvoir répondre à la question qui est concerné, donc on veut embarquer, travailler pour les collaborateurs, mais aussi pour nos clients, donc la vision externe et puis la vision réglementaire. Après, on a posé les enjeux, donc on veut travailler sur la fiabilisation, la facilitation, la standardisation de nos pratiques. Et donc ça, c'est un peu la définition, la vision de notre projet. Puis après, on a descendu sur une strate un petit peu plus opérationnelle en fixant des objectifs de notre projet et des points de mesure. Donc, par exemple, un point de mesure, c'est ce qu'on vous a partagé en début, de dire qu'on mettait 8 heures à 4 à faire une traça, et là, on est passé à 1 heure. Et en fait, d'avoir posé ces enjeux, ces objectifs et ces mesures de là où on part et de où on veut aller, ça nous a aidé ça a aidé à la direction de dire, OK, effectivement, il y a beaucoup de choses à gagner au-delà de l'enjeu de traçabilité et donc, on va dire, image de marque de Sodebo. Ça va aussi nous permettre de nous améliorer dans notre quotidien sur tous ces points-là. Et en plus, on est en capacité de le mesurer, donc très bien. Les conseils qu'on pourrait donner à d'autres groupes du même style que nous, ça va résumer tout ce qu'on a dit avant. Donc nous, on en a fait un projet groupe pour vraiment avoir des ressources multidisciplinaires parce que le changement, c'était pour nous la clé de la réussite, gérer ce changement. Avoir une vision et savoir où on veut aller pour garder le cap malgré les années qui passent. Avoir une vraie connexion au terrain pour pouvoir ajuster notre solution au fur et à mesure des besoins et non pas aller partir sur la mise en place d'un corps modèle qui ne bougerait pas, mais vraiment d'être agile sur ce corps modèle pour qu'il réponde vraiment aux utilisateurs finaux et qu'il y réponde vite entre le moment où le problème est exprimé et au moment où il est résolu. On a beaucoup musclé la partie gestion de projet dans la partie en 2022-2023, là, sur la partie où on a construit le corps modèle parce qu'on savait que c'était le début d'une grande aventure et on avait besoin qu'elle parte dans des bonnes directions. Donc, on avait besoin d'un garde-fou, on va dire un peu, c'est un peu le rôle du chef de projet, très solide. Et puis, de ne pas négliger la charge à y passer. Je pense que nous, clairement, on avait quand même un peu sous-estimé cette charge et c'est vrai que
dans une mise en place comme la nôtre, c'est très gourmand en temps. Voilà, pour notre cours. Super, merci pour votre témoignage, vos témoignages à toutes les deux, Pauline et Coralie. C'était très complet et très bien emmené. Je vois que j'ai quelques questions. Je les ai basculées dans l'onglet, mais je vais les énoncer comme ça sera un peu plus dynamique. La première a été posée par... alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, pardon. La première a été posée par Julien. Julien me demandait quel est le dimensionnement de votre équipe, Pauline, pour le pilotage et la conduite du changement. Alors, sur la partie création du corps modèle, on avait donc un chef de projet qui était au niveau du groupe. Après, on avait un chef de projet d'un point de vue DSI pour coordonner les équipes DSI. Et puis, on avait du coup 2 personnes à mi-temps côté métier. Côté métier production, du coup, qualité production. Et c'était quoi le reste de la question? Je ne sais plus. Pour la conduite du changement, on a traité la conduite du changement. Alors, aujourd'hui, on a une personne à temps plein qui est administratrice de l'outil. Donc, elle fait tout le paramétrage donc, au fur et à mesure du déploiement, mais aussi au fur et à mesure des arrivées. Donc, nous, alors un exemple peut-être anodin, mais tous les opérateurs sont identifiés dans l'outil. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, eh bien, il faut rajouter. Donc, elle fait tout ce paramétrage-là. Et surtout, elle fait toute cette conduite du changement, un tour de terrain toutes les semaines dans toutes les usines avec les managers, ils changent de ligne. Et puis beaucoup de présence, elle fait beaucoup de présence sur le terrain. Donc c'est, j'ai envie de dire, un ETP qui fait aujourd'hui la conduite du changement. Et puis après, les autres personnes tournent un peu autour, parce que moi j'ai une personne à la DSI qui est à mi-temps sur ce déploiement-là, qui fait aussi un petit peu, qui aide la conduite du changement aussi, qui aide un petit peu Manon. Mais aussi, quand on dit qu'on a embarqué les fonctions support des sites, les RS, on les voit au moins une heure par semaine, en plus des tours de terrain. Enfin, voilà, donc, à côté de ça, à côté d'une personne qui aujourd'hui cadre la conduite du changement, on a aussi chacun qui a pris la mesure du sujet pour pouvoir aller dans de bonnes conditions dans la mise en place. Parce que notre objectif, c'est que la traça, elle soit informatisée, mais qu'elle soit toujours juste, comme avant sur le papier. Et donc, c'est pour ça qu'on y met beaucoup d'énergie. Très clair. Allez, je prends une dernière question et je laisse la place à Olivier qui a le temps de lui vous poser ses questions. Elle est valable pour Marvin Pack comme pour Sodebo. Est-ce que l'équipe projette essentiellement des personnes en interne? Alors, je pense que pour Marvin Pack, la réponse sera rapide. Ou avez-vous fait appel à des consultants? Alors oui, du côté Marvin Pack, c'est assez rapide, c'était que en interne, oui. Chez nous, on a eu un peu de coaching au départ, parce que c'était quand même la première fois qu'on menait un projet d'une telle envergure et d'une telle envergure et IT au sein des usines. Donc, on a eu un peu d'accompagnement initialement, du coaching pour faire le projet en méthode Lean. D'où le fait de l'OBEA, d'où le fait de poser cette vision et de bien cadrer le projet dès le départ. Et en fait, aujourd'hui, donc la dernière slide qu'on avait présentée avec la vision, les enjeux, c'est quelque chose auquel on se raccroche à chaque fois. Et à chaque fois qu'on démarre une nouvelle usine, on se raccroche à ça. Donc, voilà le coaching dont on a bénéficié. Après, on a quand même Creative IT, surtout Creative IT, qui a un consultant oui. qui nous aide énormément. Comme ça, je ne saurais pas dire le temps qu'il passe pour nous, mais il y passe au moins un jour par semaine pour nous aider à continuer à déployer et à mettre en œuvre les nouveautés. Super, merci à tous les trois pour votre retour d'expérience. On va pouvoir passer. Je vais céder la parole à Olivier. Je vais laisser quand même ces 25 minutes réglementaires.
Merci beaucoup Marc-Antoine et merci surtout à tous les trois pour la clarté de vos présentations. L'idée, comme je disais, à travers cette table ronde, dont d'ailleurs je remercie encore une fois le Club MES de me renouveler sa confiance. L'idée, c'est d'aller un petit peu au-delà et d'aller un peu plus dans le détail des questions que se posent éventuellement nos auditeurs qui n'ont pas encore adopté de logiciel de MES. Alors, tout d'abord, alors je sais que pour la partie, pour vous, Pauline et Coralie, le MES était déjà lancé, mais l'idée, c'était de savoir pourquoi un MES. Alors, je vais poser la question déjà à Mathieu, pourquoi avoir choisi une solution de MES? Et pour vous, à toutes les deux, la question sera, est-ce qu'une autre solution qu'un MES aurait pu vous donner autant de bénéfices que vous avez eu avec le MES? Alors, peut-être commencer par Mathieu. Pourquoi vous avez choisi justement cette solution MES? Alors, le MES, c'est celui qui répondait le plus à nos besoins. Et puis aussi celui qui était le plus, avait le plus de possibilités d'être accordé par la suite à notre ERP qui est SAP. Donc de pouvoir échanger notamment les ordres de fabrication avec une clé API directement de SAP pour l'introduire dans notre MES. C'est aussi celui qui nous paraissait le plus... Alors, comme moi, je suis une équipe assez réduite, c'est celui qui me paraissait le plus atteignable en termes de difficulté de notre côté. C'est pour ça qu'on s'est basé sur le MES et pas quelque chose de plus complexe que le MES. D'accord. Qui reste déjà une solution, qui reste déjà quelque chose qui est très complet et qu'on n'utilise que partiellement aujourd'hui. Voilà. Oui, et on reviendra aussi sur le mode SAS que vous avez, mode SaaS, pardon, oui, que vous avez adopté plutôt que de prendre tout de suite, en tout cas la solution de front. Chez Sodebo, Pauline et Coralie, vous, à votre avis, ça avait été à refaire. J'imagine que si vous êtes là pour parler de MES, c'est peut-être que c'est la bonne solution, la seule, mais voilà, est-ce que c'était justement la seule solution qui s'offrait à Sodebo pour justement résoudre ces problèmes de traçabilité? Alors, moi, j'étais pas là quand on a effectivement choisi d'aller vers du MES. J'ai quand même été poser la question à mes collègues qui étaient là à ce moment-là. Ce qui en ressort, c'est que, ce qu'on vous a dit, hein, on avait la conviction qu'il fallait qu'on s'équipe en traça. Et tout de suite, le COMEX, qui est, une fois encore, assez proche du terrain, avait des convictions. Ils ont tout de suite dit c'est l'occasion de mettre en place un MES parce que c'est quelque chose qui se fait dans des usines de notre taille et qui nous servira probablement pour la suite à suivre, pour suivre notre production. Donc, comme le TRS. Aujourd'hui, on avait déjà des choses pour suivre le TRS, on les a toujours en place, mais c'est pas c'est très disparate, c'est plein de petites applications. Donc, c'est pas quelque chose qu'on ferme. On a ouvert le sujet MES en disant on va faire de la traça, mais on sait qu'il y aura d'autres opportunités. On a fermé les autres opportunités, on s'est dit on y va dedans et on les ouvrira quand on aura terminé la traça. Mais c'est vraiment tout ce panel qui a fait qu'on s'est orienté vers un MES. D'accord. Coralie, vous êtes aussi du même avis? Oui, je suis raccord, effectivement. Le MES, on l'a vu, a convaincu, semble en tout cas avoir convaincu au sein des équipes et au sein de la direction, avant même de revenir sur, c'est l'un des sujets d'ailleurs de cette table ronde, hein, comment convaincre la direction, vous l'avez d'ailleurs chacun évoqué. Quels sont cependant les freins qui persistent dans l'adoption d'un MES quand on commence à évoquer l'idée d'un MES à une direction ou à des opérateurs également qui ne connaissent pas forcément ou qui connaissent mais qui n'en connaissent pas nécessairement les détails. Quels sont les freins aujourd'hui à l'adoption d'un MES et que vous devez surmonter, vous avez dû surmonter?
Je peux reprendre avec vous, Pauline, par exemple. Je réponds. Alors, allez, je réponds. Alors oui, même si vous n'étiez pas dans la... Oui, Ouais. Coralie. Par rapport au MES, la première crainte chez nous, c'était vraiment l'adoption par les opérateurs, donc vraiment la peur du changement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vraiment démarré avec un POC et des lignes pilotes. Donc, on a été vraiment doucement, pas à pas. Lors du POC, on avait choisi, pour être transparente, on avait choisi une ligne qui était plutôt stable, mais c'était aussi une ligne où en fait la moyenne d'âge et l'ancienneté étaient la plus importante. Et on imaginait que voilà, si des personnes moins habituées des outils informatiques arrivaient à franchir le pas et à être conquis par la solution, ce serait gagné pour des générations plus jeunes et plus habituées à se confronter aux écrans. Et vraiment, on a eu le cas dans les premiers retours, on a des personnes qui étaient à 6 mois de la retraite et qui nous ont dit oh là là, non, moi, on ne va pas me changer mes habitudes 6 mois avant de partir à la retraite. Et en fait, ces personnes-là, elles ont adhéré très rapidement. Donc, pour nous, c'était une vraie réussite. Donc, c'était l'un des freins les plus importants. C'est toujours un peu le cas quand on passe de ligne en ligne ou d'usine en usine, mais on sait qu'on a pu lever les craintes et que ça a fonctionné. Je rajouterais aussi une des craintes, je pense, c'est quand on achète un logiciel comme ça, c'est d'avoir un logiciel où on utilise une toute petite partie. On le disait tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure sur SAP. Et je pense que ça faisait aussi partie des craintes, notamment au niveau de direction, de se dire on va acheter un gros truc et on ne va pas tout ouvrir. C'est pour ça que la stratégie était annoncée dès le départ. On sait que ça fait plus, on n'ira pas regarder et on a vraiment fermé les portes à plein de sujets. On a fait comme si ça n'existait pas, histoire de se focaliser. Mais ça peut être aussi une des craintes, de se dire attention, on va apporter une solution qui est énorme, quoi. Et puis le coût, forcément, parce que sur une usine, sur un site de la taille du nôtre, ça fait une belle facture à la fin. Donc ça, c'est aussi un frein. D'accord. On reviendra après sur la manière justement dont vous avez qui vous a permis de convaincre la direction et les opérateurs. Mathieu, justement, par rapport à ces freins, vous-même, vous avez été confronté à des freins, je dirais un peu historiques ou habituels. Oui, tout à fait. Un peu les mêmes freins. Le premier frein, c'est la peur du changement. Alors nous, on est un peu moins... c'est comment dire, on change pas de système qualité, comme a pu le faire Sodebo. On rajoute une couche d'analyse de data. Donc c'est un peu la peur du changement de l'opérateur qui est sur ses feuilles et qui est peut-être un peu moins habitué à travailler avec un écran. Et puis surtout aussi la peur du travail supplémentaire. Aujourd'hui, je le fais comme ça, peut-être que ça va me prendre plus de temps. Donc c'est pour ça qu'on l'a implémenté entre guillemets sans trop faire intervenir les opérateurs pour voir si ça pouvait fitter. Une fois qu'on a vu que ça fitait assez facilement, on les a inclus dedans. Mais on a toujours cette petite appréhension du changement et puis du travail supplémentaire. Et finalement, on voit que assez rapidement, le travail, entre guillemets, de recueillir les données s'est simplifié avec ce MES et a été gagnant pour tout le monde. D'accord. Justement, le recueillir des données et extraire des indicateurs à la fois fiables et pertinents. Concrètement, comment ça se présente? Comment fait-on? Je reste avec vous, Mathieu, justement pour cette question où on rentre un peu dans le concret. Alors dans le concret, ça nous faisait aussi un petit peu peur parce que la petite anecdote, c'est que on a mis en place la solution et puis on s'est aperçu que nos quantités qui ressortaient du MES étaient différentes de celles qu'on pouvait retrouver sur le terrain. On comptait le nombre de palettes sorties. Donc on s'est dit, c'est pas si fiable que ça. Et avec un peu d'ajustement, de paramétrage, on a réussi à retomber pile poil à la pièce près avec le système de MES. Nous,
Aujourd'hui, on traite principalement nos arrêts de ligne et nos quantités, grosso modo. Donc, tout ce qui est côté qualité est un peu plus, touchy. On le fait pas encore. Donc, on a nos données de production et puis d'arrêt machine, je pense, sont très fiables, mais sont moins, sont moins touchy pour notre entreprise. Si on est à quelques pièces près, aujourd'hui, c'est moins critique, exactement. C'est moins critique de notre côté, à notre niveau aujourd'hui. D'accord. Chez Sodebo, justement, le fait d'extraire ces indicateurs, voilà, alors vous avez commencé, vous l'avez dit, hein, à travers un POC, sur une ligne de production. Comment concrètement, voilà, ça se présente? Vous avez le logiciel en main, des capteurs, voilà, Alors, oui. nous, on n'a pas de suivi en temps réel. On n'a pas choisi de l'implémenter parce qu'une fois encore, notre contexte, c'est la traçabilité. Donc, on a effectivement, comme le disait Coralie tout à l'heure, des indicateurs qui permettent à l'opérateur de dire attention, le test que tu viens de faire, il n'est pas conforme. Donc, on a juste du conforme, pas conforme. C'est assez basique, hein, c'est ça clignote bleu, vert ou rouge. Après, nos indicateurs, ils sont plutôt, les indicateurs qu'on a aujourd'hui, ils sont plutôt à posteriori, à des fins statistiques, pour essayer de voir les dérives de qualité ou de voir les points durs, donc je ne sais pas, identifier un 8 qui a toujours des problèmes, qui a toujours des contrôles en retard ou des choses comme ça, ou des flashages qui ne sont pas faits, et donc du coup derrière des lots qui seraient, des trous dans ces lots, ce qui nous permet en fait de pouvoir vérifier que notre traçabilité, elle est complète avant même d'avoir des problèmes de traça. Et pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à Creative IT de nous extraire les données dont on a besoin, donc uniquement des données de traça et de contrôle, pas les autres données, et on les a injectées dans Power BI. Ce qui nous permet en fait aussi de brancher ça avec notre ERP et donc de compléter un certain nombre d'informations et des informations qui seraient dans notre ERP. D'accord. Par rapport à cette fois au conseil, alors vous nous en avez donné un dans votre présentation. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelques exemples précis justement sur la mise en œuvre du MES et voir quel conseil et bonne pratique vous pouvez nous livrer pour bien tirer profit de cet outil? Sur les indicateurs? Oui, pareil. Tout à fait. En tout cas sur l'utilisation après de l'outil de MES. Est-ce qu'il y a des conseils déjà, peut-être en préambule, avant de mettre en œuvre le projet, peut-être extraire, vous avez évoqué, mais extraire peut-être 2-3 grands conseils, par exemple ne pas se précipiter sur ce projet, s'attaquer à une ligne ou une machine particulière, voilà. Ouais, c'est vrai que le choix pour se lancer, donc on l'a dit, nous c'était intéressant de démarrer déjà par une ligne pour à la fois que l'équipe projet se confronte au sujet, se familiarise à l'outil, et aussi ça permettait d'embarquer un premier niveau d'opérateurs avec nous et d'avoir les premiers retours. C'est vrai que le choix de cette ligne, il était intéressant. Nous, du coup, on a plutôt été sur une ligne stable, qui n'avait pas trop d'autres difficultés par ailleurs, pour pas venir en fait rajouter une complexité dans la production. Après, je complète. À un moment, on s'est demandé si c'était la bonne stratégie ou si on n'aurait pas dû faire l'inverse, prendre une ligne peu stable. Parce qu'en fait, quand on est arrivé à déployer les toutes premières lignes, et là, on est arrivé sur des lignes avec des typologies un petit peu différentes, on s'est dit, ah ouais, mais en fait, on a plus de complexité sur ces lignes-là et on a peut-être été chercher la simplicité. Mais en même temps, ça a quand même été compliqué de faire la partie corps modèle sur quelque chose de simple. Donc, je pense qu'on se serait un peu perdu en route. Et en plus, ce qui a bien fonctionné aussi, en fait, l'outil, l'informatisation, elle vient pas résoudre les problèmes de process. C'est-à-dire qu'il faut que
il faut que la traçabilité soit déjà bien définie, bien posée. Comment on trace des lots, quelle information on prend, à quel endroit, quel contrôle on fait, les bornes de contrôle, enfin tout le plan de contrôle, il faut qu'il soit vraiment bien défini. Ça a l'air de rien, mais une fois qu'on met ça dans un outil, le papier peut avoir une forme de flexibilité en fait que l'informatique n'a pu. C'est-à-dire que quand on fait la notation en haut à droite, voilà, sur un papier, on peut toujours rajouter une petite étoile, une bulle, une flèche. Même si c'est pas très beau, hein, c'est peut-être pas bien ce que je dis en tant que responsable qualité. Normalement, les feuilles, elles sont remplies vraiment parfaitement, sans rature, sans rien. Mais en vrai, il y a quand même ça peut, on peut mettre des commentaires sur du papier qui est des fois moins vrai sur de l'informatique. Et on a vu que pour bien réussir à implémenter notre traçabilité et notre plan de contrôle dans l'outil, il fallait que tout ça soit défini de manière très rigoureuse. Mais ça marche très bien, quand tout ça est déjà bien existant en fait sur une usine de fabrication. Ce qui est plutôt rassurant aussi côté qualité, mais voilà. D'accord. Merci beaucoup. Mathieu, justement, vous avez choisi de vous focaliser sur, c'était simple, hein, je crois, la machine qui produit le plus, en même temps C'est une ça. machine assez complexe. Voilà, pourquoi ce choix? Est-ce que vous regrettez ce choix déjà ou est-ce que Alors, vous vous confortez dans ce choix? non, je suis très, je me conforte dans ce choix. Ce choix, il s'est focalisé sur cette ligne de production parce que c'est celle qui produit le plus, c'est celle qui nous fait le plus vivre. Donc, il fallait qu'on apporte beaucoup plus d'attention sur cette ligne-là. Et puis oui, effectivement, le conseil, c'est même si on part sur une ligne un peu plus complexe, il faut de toute façon donner du soutien aux opérateurs qui vont utiliser le produit et surtout en amont analyser notre besoin. Donc pas partir dans une solution parce qu'elle donne plein d'informations, mais surtout elle donne les bonnes informations, les informations qui nous sont utiles. Donc c'est important que la solution fit vraiment avec les besoins pour pas se disperser. Donc oui, effectivement, le suivi au départ proche de l'outil avec les opérateurs était essentiel pour le bon déroulement du projet. D'accord. Et justement, alors avant de reparler des opérateurs, avec la direction, parce que vous nous avez donné les uns et les autres des arguments, je dirais, pour convaincre la direction une fois que le projet finalement a démarré et montré qu'il y a eu des gains, des bénéfices. Donc là, c'est plus simple. En revanche, est-ce que une entreprise ou un chef de projet qui a envie de parler d'un MES à un directeur ou une entreprise qui n'est pas du tout ouverte à l'idée même du MES, est-ce que vous auriez peut-être une réponse à dire déjà sur l'idée de tester, parce que finalement, tester un MES, c'est aussi quand même commencer à se mettre dans un mode projet qui va aussi prendre un peu de temps et mobiliser des ressources. Est-ce que là, c'est une question un peu subsidiaire, mais voilà, est-ce que l'un et l'autre peut répondre et peut-être un des membres du club aussi. De notre côté, chez Marvin Pack, alors entre guillemets, on a eu le luxe de pouvoir faire les deux en parallèle. On a continué sur la ligne pilote de pouvoir continuer à analyser nos données, on va dire manuscrites, tout en les comparant avec les données qui venaient de notre MES. Puis rapidement, on s'est vu que ça fitait. Donc en très peu de temps, en un mois d'essai, on pouvait, sans trop dépenser d'énergie en interne ou que ce soit en externe, avec cette solution précise, hein, je veux dire, hein, dans notre cas, avec cette solution précise, on a pu rapidement montrer l'efficacité de ce MES chez nous. Mais bien sûr, en ayant le luxe, comme je vous le dis, de pouvoir faire les deux en parallèle pendant un petit laps de temps pour vraiment fiabiliser nos données et être certain que c'était la bonne approche. Vous également, chez Sodebo, vous avez pu
travaillez en parallèle de manière à ce que peut-être donc la direction vous a dit oui, on va pouvoir, vous pouvez tester. Effectivement, chez nous, c'est un peu pareil. Comme on avait eu cet événement qui faisait que, en fait, chez nous, les projets se basent souvent sur des problèmes qui sont arrivés. Et donc, une fois qu'on est conscient qu'on a un problème et qu'il faut qu'on le dépasse, déjà, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Et donc, on a eu l'autorisation de faire un POC. Et une fois qu'on a un POC, eh bien, nous, ça nous permet de rentrer exactement dans les cases et dans les arguments dans lesquels notre direction est sensible, à savoir les retours du terrain, les problèmes que ça traite. Donc, c'est difficile de répondre à la question de comment convaincre sa direction de faire un test, sachant que nous, on a, j'ai envie de dire, les événements ont fait que ça l'a fait pour nous, quoi. C'est ça. Par contre, le fait de leur partager et qu'elles soient en proximité et toujours au fait des retours des utilisateurs, ça, c'était ce qui drivait l'avancée, quoi. Peut-être qu'à un moment donné, on aurait pu avoir un stop sur le projet parce que les utilisateurs n'étaient pas conquis. Et ça, elles étaient très, très au courant, très présentes, y compris dans les ateliers, pour venir discuter avec les opérateurs et voir l'adhésion, quoi. D'accord. Et c'est eux qui en parlaient le mieux, donc ça fonctionnait pour continuer. Sur les utilisateurs, est-ce qu'il y a, on a parlé de bonnes pratiques, on n'a pas parlé des... Ou un petit peu, si vous l'avez, je crois, évoqué, surtout ce qu'il ne faut pas faire pour ce qu'il ne faut pas faire auprès des opérateurs et des futurs utilisateurs pour s'assurer de la pertinence de l'outil MES. Vous avez, enfin voilà, quels sont je dirais, les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber chez Sodebo, par exemple? Est-ce que vous avez... Moi, je dirais chez nous de mettre de se dire que ça va être du plug and play partout, en fait. Il faut, chaque ligne a ses spécificités, chaque ligne a sa façon de fonctionner parce que c'est des équipes un peu différentes. Et d'arriver et de dire, voilà le logiciel, c'est facile, vous allez voir, vous allez être guidé et allez-y. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les gens, ils l'ouvrent pas. Et en fait, on passe complètement à côté, en fait. Donc ça c'est sûr que chez nous, ça ne marche pas. Il faut mettre de l'énergie à chaque fois pour montrer qu'il y a de la valeur ajoutée, du temps à gagner pour l'opérateur et qu'il faut qu'il s'y intéresse. Et une fois qu'il s'y intéresse, là, c'est gagné. On peut passer le reste du périmètre. Mais aller et dire, voilà, hop, c'est ça que tu auras, et puis salut, ça ne marche pas. Si je peux me permettre, vous n'êtes pas les seuls à avoir ce genre de problème-là. En fait, la majorité des clients qu'on peut rencontrer ont exactement ce même problème. C'est que si on minimise la conduite au changement, c'est de toute façon des projets qui n'iront pas très loin. Parce qu'on peut avoir les budgets, on peut avoir les bons sponsors auprès de la direction, on peut avoir tout ce qu'on veut, l'IT. Si les opérateurs, si les superviseurs n'utilisent pas le système, en réalité, vous perdez absolument tout. Vous perdez tous les points d'entrée, toutes les données d'entrée. Donc oui, la conduite en changement, elle est fondamentale. Elle prend du temps, elle prend de l'énergie, mais elle est ultra importante dans la formation, dans l'acceptation de l'outil, dans la compréhension des besoins et dans l'accompagnement de chacun dans son utilisation au quotidien du MES. Au départ, il y a eu un vrai succès aussi. C'est que forcément, on avait quelques petits écueils ou des petites choses qui ne marchaient pas bien du premier coup. Et le fait d'être présent sur le terrain, de récupérer, de capter instantanément ce qui fonctionnait moins bien, et d'avoir l'équipe aussi staffée bien pour le faire, on a pu corriger très vite les anomalies. L'opérateur, lui, voyait une anomalie. Par exemple, une matière première qui devait flasher n'apparaissait pas ou n'apparaissait pas bien, ou le pocket qui marche pas bien. Eh bien, tous ces petits défauts au début, on les a corrigés très vite. Soit c'était une partie métier, paramétrage, soit une partie IT.
Et en fait, ils ont pu aussi nous dire ah, ça n'a pas marché, mais ça y est, ça fonctionne, c'est top. Et le fait d'apporter ces correctifs très très vite, ça a donné beaucoup de crédibilité et à l'outil et à l'équipe projet aussi qui portait tout ça. Ils se sont sentis écoutés, du coup, quand c'était plus long, ils nous laissaient le temps. Alors, vous avez entièrement raison. Et en fait, je pense que ça permet de casser l'image que les gens ont du projet MES, qui est un projet informatique porté par l'IT, pour l'IT, et parce que l'IT l'a bien voulu. L'idée, et vous avez raison, en fait, c'est d'être sur site, d'être à côté de l'opérateur, du superviseur, d'utiliser le MES avec eux, de les accompagner tout le temps. En fait, ça permet de briser cette image-là et de dire, non, attendez, cet outil-là, OK, il est peut-être porté par l'IT, OK, il est géré par l'IT, mais c'est un outil pour la production, pour la qualité, pour la supply chain. Et d'être à côté d'eux, en fait, ça permet de casser cette image-là. Pour le coup, c'est hyper intéressant. Sur l'argument, là je reviens vers vous, Mathieu, sur l'argument l'entreprise est trop petite pour, même si elle fait déjà quand même 300 personnes, la vôtre, mais l'entreprise est trop petite pour accueillir un outil MES. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre là-dessus? Et la deuxième question, peut-être, dans cette même logique, sera peut-être soit Stéphane ou Sébastien ou Marc-Antoine. Est-ce qu'il y a une taille limite finalement limite et minimum pour accueillir un MES dans une entreprise industrielle? Je vais juste rajouter quelque chose avec les opérateurs qu'on a essayé de faire un maximum, c'est vraiment de les inclure et que souvent la configuration ou les informations viennent d'eux, que les solutions viennent d'eux. Et à chaque fois que les solutions viennent des opérateurs, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Et ensuite, effectivement, Marvin Pack fait 300 personnes. On en a quand même 250 qui sont en République tchèque, qui n'ont pas encore cette solution-là mise en place. Ils n'ont pas encore de MES. Donc on retombe avec un petit effectif. Et le frein principal, c'est vraiment le support de mon point de vue. Surtout que les équipes IT sont sur l'intégration de SAP, le changement vers la migration vers SAP. Donc je me suis dit, si en plus de ça, je dois leur rajouter une intégration d'un MES, c'est ce qui fait qu'on n'est pas parti sur cette solution-là principalement de notre côté. C'est la surcharge de notre service IT notamment qui nous a dirigé vers une solution qui est pour moi plus standard et plus simple à mettre en place. D'accord. Et sur la taille minimum limite, Sébastien ou Stéphane, vous avez un... Si. Je vais prendre, je me permets d'avoir ta place, Stéphane, tu prendras la main juste derrière, mais en réalité, ce qui est très intéressant avec le MES, c'est pour le coup, on a un panel de solutions sur le marché qui est extrêmement étendu. Donc en réalité, vous trouverez toujours la solution qui correspond à vos besoins, qui soit sur des besoins fonctionnels, sur des besoins réglementaires, que ce soit sur des besoins, effectivement, par exemple, Astengo, c'est une solution qui est SaaS, qui est extrêmement rapide à mettre en place et qui reste dans du standard. Après, il y a des solutions qui sont extrêmement complexes. Encore une fois, sur le marché, normalement, vous trouverez absolument tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de taille optimale. C'est plus la corrélation société, en fait, de la société, solution choisie et intégrateur si besoin est. C'est plus ce trium qui est hyper important à regarder. Mais en réalité, il n'y a pas de taille minimale. Enfin, après, Stéphane, je pense que tu comprends également. Non, je vais donner donc Stéphane Grépet, Productis, le président du club MES. On voit, et c'est superbe aujourd'hui, un petit projet, Mathieu, un petit projet qu'on peut sortir avec une carte bleue, ça c'est fantastique. Et puis un projet beaucoup plus structurant. Je pense que si Pauline et Coralie avaient sorti une carte bleue, elles seraient peut-être passées hors but au bout d'un moment. Donc c'est important de pouvoir amener la même logique dans deux univers complètement différents avec des quantités différentes. Pour te répondre précisément, Olivier, on a des clients à des fois moins de 15 personnes. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant sur quasiment du gros artisanat à pouvoir amener une dimension de MES, alors plutôt en mode manuel, c'est-à-dire sans connexion, avec que des gens qui font avancer, qui déclarent. Mais au lieu de déclarer avec un papier, ils vont déclarer avec un téléphone, ils vont déclarer avec une petite interface, mais ils vont faire avancer le système, dire c'est conforme, non conforme, tiens, je suis arrêté, voilà pour quelle raison. Tout ça, ça peut se faire.
Ensuite, on arrive avec des projets dérivés, pas forcément de la production pure, mais ça peut être du co-packing, par exemple en logistique, d'arriver avec des effectifs d'une 30aine de personnes, mais cette fois-ci sur du connecté, c'est-à-dire avec du convoyage et la même technique que Astengo, où on va placer rapidement des capteurs ou se connecter sur des automates. Donc, l'effectif et donc le prix, c'est plus un souci. Et donc, on arrive maintenant à, déjà, puisque Mathieu a pu mettre une carte bleue, la messe est dite, hein, il n'a pas eu un dépassement de plafond pour ça. On arrive à partir de quelques milliers d'euros à envisager du résultat, même si on est un peu plus en mode SaaS, donc avec une facturation dans la durée qui permet de ne pas dépasser le plafond. Donc, on voit vraiment aujourd'hui qu'il ne faut pas trop en faire. Je vais être d'accord également avec les deux témoins dans le sens où trop, on se pénalise. Donc, il faut. J'ai bien aimé l'argument de Pauline et Coralie. On s'est carrément mis des œillères. Enfin, je prends mon mot à moi pour le dire, mais on a refusé de voir ce qu'il y avait à côté pour bien faire ce qu'on avait, sachant que le logiciel et la plupart des MES ont une couverture fonctionnelle assez fantastique en productivité, en optimisation, en traçabilité, en qualité, en planif, en ordo. On ne peut pas tout mettre en œuvre. Vous ne pouvez pas. Et il ne faut pas pour les gens sur les lignes. Un projet qui fonctionne, tu l'as très bien dit, Sébastien, c'est un projet auquel les gens adhèrent. Et je corroborerai encore les deux témoignages en disant, pareil, un éditeur ne peut pas être attendu assis sur la chaise en disant « Tiens, Valie, mon gars, installe et je veux que ça marche à la fin ». C'est toujours un échange avec les équipes, avec Mathieu qui s'est débrouillé pour faire son branchement avec ses équipes, avec Coralie et Pauline qui ont encore aujourd'hui, j'ai bien entendu, une journée quasiment d'intervention par semaine pour aider à déployer ce qui est devenu une solution groupe. Bref, on voit que ce sont des projets évolutifs à petite échelle, à grande échelle, et que ce que j'en retiens également, c'est que vous avez pas fini encore de collecter des gains, quoi. Et ça, c'est excellent. C'est toute la démarche de ce que l'on veut avoir au niveau du club, de ce village qu'on va mettre à Global Industrie. Il faudra venir nous voir tous. On est tous différents, tous complémentaires, et tous autour de cette table. Et vraiment, je vous remercie pour ces témoignages. Merci également à Sébastien et Marc-Antoine qui font un sacré boulot pour pouvoir organiser ces sessions. Et vous voyez, finalement, on fait comme vous. On passe de 3 témoignages à 2 témoignages. Et en fait, c'est suffisant. Ça ne noie pas le poisson. Ça vous valorise dans vos 2 entreprises. Et ça laisse le temps à Olivier de ne pas courir un 100 mètres pour poser ses questions. Donc, finalement, on va appliquer les mêmes recettes nous-mêmes. Même si on accuse quelques minutes de retard, en tout cas, je vous remercie beaucoup à tous pour la clarté de vos réponses et toutes vos précisions. Donc, merci beaucoup. Puis je te laisse la main, Marc-Antoine. Non, mais à mon tour, je vais remercier tous les participants, à la fois pour la disponibilité, pour certains même au pied levé sur la préparation du retour d'expérience, mais du coup pour votre disponibilité, pour la clarté de vos retours d'expérience aujourd'hui. Sébastien pour sa bonne humeur habituelle et ses phrases tranchantes, pas de problème, merci beaucoup. À très bientôt, le replay sera disponible pour ceux qui le demandaient, mais peut-être qu'ils sont partis d'ici là. Je dis merci aussi à ceux qui disent merci dans le chat. Vous avez certaines de nos coordonnées sur cette dernière slide. Si certains veulent prendre contact avec les uns ou les autres, on peut aussi faire la mise en relation avec tout ça Mathieu, Coralie ou Pauline, dans la mesure du raisonnable, évidemment. Voilà. Donc, à nouveau, merci à toutes et à tous et excellent après-midi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.